Bonjour à tous et bienvenue pour ce 10e petit déjeuner de la chaire Qualité de Ville. Alors merci à notre mécène Réalité de nous accueillir pour ce dernier petit déjeuner avant l'été. Les petits déjeuners de la chaire, c'est l'occasion en fait de se retrouver autour d'un sujet en lien avec la fabrique de la ville. Or, le sport dessine la ville, le sport, la ville est un support pour le sport, évidemment. À quelques semaines de l'ouverture des JO, il nous paraissait intéressant et important d'aborder ce sujet au sein de la chaire. Donc avec moi ce matin, pour introduire ce petit déjeuner, Blandine Dansette. Donc Blandine, tu es responsable d'exploitation de pôle pour Vista Santé. Tu vas nous expliquer en quelques mots ce qu'est Vista Santé ici, au sein de la maîtrise d'usage chez Réalité. Bonjour à tous déjà. Oui, je suis Blandine Dansette et responsable d'exploitation des pôles Vista Santé. Donc Vista Santé, c'est des pôles santé pluridisciplinaires et on est présent actuellement sur l'ouest de la France. On a 5 pôles ouverts et d'autres en développement. Alors Blandine, tu es aussi une sportive de haut niveau, une sportive professionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est passée cette reconversion pour toi vers l'usage ? Oui, du coup, j'étais handballeuse professionnelle de 2006 à 2021 et lors de ma dernière saison, je pensais à ma reconversion et la chance que j'ai eue, c'était de jouer au Neptune de Nantes et Johan Schweinjoubert est arrivé à la présidence du club des Neptunes et donc on a essayé de travailler ensemble sur ma reconversion professionnelle et les usages me paraissaient quelque chose de super sympa et notamment Vista Santé parce que ça mêlait le sport et puis la santé et donc c'est au sein de Vista Santé que j'ai été accueillie et voilà, ça me permet de progresser, d'avancer et voilà aussi de mettre les qualités que j'avais acquises pendant le sport de haut niveau au service de Réalité et de Vista Santé. Oui, parce que quand on parle de sport de haut niveau, on parle de sport de très haut niveau. Est-ce que tu peux nous détailler un peu tes faits d'armes ? Oui, du coup, j'ai été joueuse professionnelle de 2006 à 2021. J'ai été dans 3 clubs français, Nîmes, Chambray, et puis j'ai fini ma carrière sur les 4 dernières saisons à Nantes. Et en parallèle de ça, entre 2009 et 2021, j'ai eu la chance de porter le maillot de l'équipe de France à 115 reprises et de participer à des championnats d'Europe, du monde, et notamment 3 Jeux Olympiques avec le Graal à la fin en remportant la médaille d'or à Tokyo. Donc, championne du monde, championne olympique de handball. Bravo, bravo Blandine, c'est absolument impressionnant. Alors ce parcours, il avait commencé à Saint-Étienne, je crois. Comment est née ta passion et s'est développée cette passion pour le sport ? Oui, je suis stéphanoise et du coup, tout a commencé à Saint-Étienne, dans mon quartier de la Cotonne. J'ai toujours été sportive, dans une famille de sportifs et j'avais besoin de me dépenser au quotidien. Après l'école, il fallait que je prenne le ballon pour aller jouer au parc, au bout de la rue ou dans les city-stades. Et voilà, après, le handball est arrivé parce que j'avais un voisin qui faisait du handball. Je ne connaissais pas du tout ce sport. Et il m'a dit, si, essaye, ça va te plaire. Donc, on a pris une craie qu'on avait pris à l'école et on a tracé une zone devant nos garages. Et puis, du coup, il m'a appris à sauter, à tirer. Et je lui ai dit, c'est chouette ton sport. Et j'ai été dans le club le plus proche de chez moi et j'ai fait un test et je ne suis jamais partie parce que j'étais prise de passion par ce sport. Une belle histoire. D'ailleurs, on parle de cette passion pour le sport et de ton statut de sportive de haut niveau, mais il y a un détail que je n'ai pas mentionné, c'est que tu as porté la flamme mercredi, la flamme olympique. Aussi impressionnant. Être sportif de haut niveau, ça ouvre des horizons, ça permet de voyager, ça permet de partir découvrir de nouveaux pays. De collaborer avec des joueuses du monde entier, j'imagine. Ouais, c'était vraiment pendant ma carrière, j'étais vraiment heureuse de pouvoir voyager dans le monde. Alors on croit qu'on visite, mais on fait les hôtels et les aéroports et on voit pas grand-chose, mais ça donne envie d'aller découvrir un petit peu plus le monde. Et après, surtout, ce que je retiens, c'est les rencontres que j'ai faites avec les joueuses étrangères, parce que c'est d'une richesse fou. Et puis j'échange encore avec des étrangères de différentes nations. Et aujourd'hui, je vais leur rendre visite dès que possible. Et c'est vraiment chouette de pouvoir partager un petit peu nous ce qu'on vit en France et elles ce qu'elles peuvent vivre dans leur pays. Qu'est-ce que tu retiens principalement du haut niveau, de l'exercice du sport à haut niveau ?
Nous, tout le monde voit vraiment quand ça brille, quand on, ouais, voilà, quand on gagne. Mais en fait, ce que je retiens du sport de haut niveau, c'est qu'il y a beaucoup de moments aussi qui sont difficiles. On travaille dur pour y arriver. On passe par des moments vraiment difficiles, de blessures ou d'échecs sportifs. Et en fait, il faut arriver à se relever. Et moi, ce que je retiens, c'est aussi ça. C'est l'abnégation qu'on y met tous les jours, la combativité, qu'on essaye de se serrer les coudes les unes les autres pour essayer d'arriver aux performances et aux objectifs qu'on souhaite. Donc on voit les bons moments, mais les bons moments, c'est juste une petite partie du sport de haut niveau et je retiens tout ce qu'il y a derrière. Quand on parle de sport dans la ville, qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que ça évoque? Forcément, étant issu d'un quartier populaire de la ville de Saint-Étienne, pour moi, le sport dans la ville est essentiel. J'ai commencé à faire du sport dans la rue, dans le City Stade qui était à côté de chez moi. Et j'ai eu la chance d'avoir dans ce quartier-là des associations qui nous permettaient d'arriver au sport, qui nous donnaient envie de faire du sport tous ensemble. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut continuer à aller dans les quartiers, à permettre à tout le monde d'accéder au sport, que ce soit des jeunes, mais aussi des plus anciens, qui voudraient s'y mettre parce qu'il y a vraiment des valeurs dans le sport. Ça permet aussi de se sentir bien, d'évacuer des tensions, de pouvoir échanger aussi parce que c'est un lien social qu'il y a entre tout le monde. Et pour moi, je vois qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits autour du sport dans la ville. Et là, on va avoir une démonstration de parcours. Il y aura le breakdance au jeu cette année. Et je pense que c'est tous ces sports-là qui font vivre. Et j'aime aussi le fait dans le sport dans la ville que ce soit pas forcément payant et que tout le monde puisse accéder au sport assez facilement. Merci beaucoup Blandine, merci pour cette belle introduction à notre sujet d'aujourd'hui et bravo encore. Alors le sport qui crée le rêve, le sport qui donne une chance, le sport qui nous rassemble, le sport qui fixe des objectifs, qui pousse au dépassement de soi malgré les échecs, le sport qui est une école de la vie et du respect. Alors je paraphrase un peu Tony Parker qui est parrain de sport grande cause nationale. Sans plus attendre, je vais me retourner vers notre table ronde et je crois qu'on peut peut-être afficher aussi Étienne Langereau qui est à distance avec nous ce matin. Étienne, est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous. Bonjour Étienne. Alors, cette table ronde, donc vous faites partie de cette table ronde. Étienne, donc vous êtes maire de la ville de Montrouge et conseiller métropolitain au Grand Paris. Bonjour Étienne. Bonjour à tous. Avec nous aussi ce matin, nous sommes très heureux d'avoir Ali Reboux, qui est adjoint à la maire de Nantes en charge des sports et vice-président de Nantes Métropole, et plus précisément à la métropole sur la délégation des équipements sportifs métropolitains et pour le sport de haut niveau. C'est bien ça? C'est bien ça. Merci Ali. Quentin Moreno également avec nous aujourd'hui. Donc vous êtes, tu es directeur général adjoint de l'association Sport dans la ville. Et Emmanuelle Robert, tu es vice-présidente de l'ADDAN, donc l'art du déplacement à Nantes. Bonjour à tous. Alors, on va parler d'un certain nombre de sujets qui sont très vastes, hein, parce que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, toutes les dimensions du sport dans la ville sont très vastes. On va tenter de les parcourir ensemble. Et je vais commencer avec vous, monsieur le maire, Étienne Langereau. Donc, Montrouge, c'est une ville active et sportive. Alors, on peut peut-être voir à l'écran quelques visuels de la ville de Montrouge. Ville active et sportive, alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente pour un maire, ce label de ville active et sportive? Alors d'abord, merci à Audencia de nous donner la parole et de permettre à Montrouge de contribuer à ce débat sur le sport en ville. Je crois que comme toutes les villes de France, à Montrouge, on est tourné vers la question du sport parce que, comme l'a dit l'intervenante précédente, c'est vraiment fondamental de faire en sorte que le sport soit accessible à tous dans une ville. Et elle l'a très bien dit. Je crois que le sport, c'est d'abord pour nous les maires, une vraie politique publique qui permet d'embarquer tout le monde, à la fois les sportifs, bien sûr, il y en a beaucoup à Montrouge,
On a plus de 7000 sportifs aujourd'hui, mais aussi, et je crois que c'est peut-être le plus important, ceux qui ne pratiquent pas le sport aujourd'hui ou pas suffisamment, et d'essayer de faire en sorte que, encore une fois, notre politique embarque tout le monde. Donc, quand on dit Montrouge, ville active pour le sport, ben, ça veut dire qu'on va profiter tout au long de l'année, mais là en particulier avec la période des JO, d'une espèce d'enthousiasme pour essayer de convaincre les uns et les autres de faire du sport. Le sport, pour nous, c'est un moyen aussi de faire de la prévention et de la santé. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne pratiquent pas le sport et vous connaissez les problèmes d'obésité. Donc, dire que les jeunes vont faire du sport et vont pratiquer des activités, c'est essentiel pour leur bien-être. C'est aussi vrai, et ça a été dit déjà pour les seniors, on a toute une politique du bien vieillir. Si on veut vieillir bien et longtemps dans une ville, eh bien, il faut pratiquer de l'activité sportive, et donc il faut offrir toutes les aménités, les infrastructures qui permettent de le faire. Voilà. Donc nous, on a fait une grande enquête sur le sport il y a maintenant 2 ans. Et ce que nous ont dit les Montrougiennes et les Montrougiens, c'est qu'ils voulaient non seulement pratiquer le sport, mais aussi le pratiquer un peu autrement que dans des clubs. Parce qu'on travaille beaucoup avec des clubs, comme tout le monde, mais il y a tous ceux qui ne sont pas dans des clubs aujourd'hui et qui veulent faire du sport autrement dans la ville, dans l'espace public. Et là, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets de réalisation qui permettent encore une fois d'élargir très, très, très fortement la pratique sportive. Et je crois que c'est l'une des clés de notre mission à nous, les élus locaux. Donc, on parle d'infrastructure, on parle de construction. Forcément, ces installations ont aussi un coût écologique, j'imagine. Vous avez aussi certainement cet enjeu de diminuer l'empreinte carbone des infrastructures qui sont dans la ville. Comment est-ce que vous pilotez ces actions-là ? Alors, Montrouge, pour donner quelques chiffres, Montrouge, on est 50 000 habitants aujourd'hui sur 2 km². Donc, c'est vrai, l'un des enjeux pour nous, c'est d'essayer de faire en sorte que toutes nos infrastructures rentrent dans cette échelle assez réduite. Hein. On nous présente souvent, et c'est vrai, comme l'une des villes les plus denses de France. Donc, aujourd'hui, nous, on a une 50aine d'installations sportives avec 3 stades, une piscine et de nombreux gymnases. Eh ben, l'un des enjeux, vous l'avez dit, c'est de faire en sorte qu'on puisse augmenter ces infrastructures dans notre espace qui est relativement limité, mais aussi faire en sorte que ces infrastructures soient performantes. Donc, on a engagé tout un travail de performance énergétique de ces bâtiments, comme beaucoup d'autres le font, mais c'est vrai que souvent ce sont des passoires thermiques, donc il y a de gros investissements à faire en la matière pour baisser notre bilan carbone, mais aussi travailler sur les infrastructures qui sont à l'air libre pour faire en sorte qu'elles aussi elles consomment moins d'eau. Par exemple, nous on est très bon en hockey sur gazon à Montrouge. C'est une discipline assez rare d'ailleurs, très pratiquée dans le monde, mais assez peu en France. Et donc on a la chance d'avoir un terrain de hockey et une équipe qui est championne de France et d'Europe à plusieurs niveaux. Et cette infrastructure, elle consomme beaucoup d'eau parce qu'il faut arroser le terrain pour que les jeux puissent se faire. Voilà, on est en train de réfléchir à la manière de moins consommer d'eau sans dégrader évidemment la pratique du hockey. Voilà, c'est un exemple, mais il y en a d'autres également. On a aussi on a le plus grand club de tennis des Hauts-de-Seine en terre battue. Hein, c'est Roland Garros en ce moment, donc ça parle à tout le monde. Et donc là aussi, comment faire en sorte que l'entretien de ces terrains, notamment en matière d'arrosage et de respect des normes environnementales, soit optimal. C'est un des enjeux pour nous. Voilà, donc effectivement, l'enjeu écologique et l'enjeu environnemental, il est essentiel dans ces infrastructures, mais toujours au service du plus grand nombre, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et vous parliez aussi de ces infrastructures libres qui sont destinées à une pratique plus libre du sport. Est-ce que vous avez des exemples de projets que vous avez pu mener pour l'intégration justement du sport dans ces espaces, peut-être les parcs, peut-être quand on est une ville dense, oui. Il faut trouver des solutions partout. Exactement. Donc, comme on est une ville effectivement très dense, on a de nombreuses opérations de renouvellement urbain. Et ce qu'on essaye de faire à l'échelle de Montrouge, c'est de reconquérir nos espaces publics, parce qu'il y en a pas beaucoup, et il y a une vraie attente de renaturation et d'ouverture et d'aménagement de ces espaces publics. Donc, on le fait un petit peu partout. Et dans ces opérations de renouvellement urbain,
dans ces espaces publics, on essaye de positionner, de placer des infrastructures qui permettent justement au plus grand nombre de faire assez librement dans l'espace public du sport. Donc ça peut être du street workout dans certains espaces, ça peut être du jeu de boules, ça peut être des ping-pong, ça peut être simplement des promenades pour faire de la marche à pied, etc. Essayer de faire ou de la course à pied. Ou des pistes cyclables. Donc tous ces éléments qui permettent de pratiquer une activité sportive, on essaie de les intégrer dans la ville. Vous voyez, vous avez quelques images ici. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire une espèce de trame sportive dans la ville pour qu'au quotidien, on puisse le pratiquer. Voilà, donc c'est dans le cahier des charges des opérations, on essaye de mettre ça en avant. Et ça permettra à chacun, quel que soit son âge ou quelle que soit sa forme physique, eh bien d'être actif de façon sportive. Et ça permet aussi la rencontre, le lien social, et donc ça contribue au bien vivre ensemble, ce qui est aussi l'une des clés de la qualité de vie à Montrouge comme ailleurs. Oui, tout à fait. Et alors, est-ce que vous avez aussi étudié des possibilités de réaliser des infrastructures sur les toits? Parce que quand on est une ville dense, il y a des expérimentations qui ont été menées notamment sur la ville de Rotterdam, aux Pays-Bas. Il y a eu des tests. Il y a déjà des infrastructures qui existent sur les toits. Est-ce que c'est des choses qui sont à l'étude ou qui pourraient être à l'étude prochainement? Oui, nous on a beaucoup réfléchi à ce sujet de la cinquième façade, puisque comme on est une ville dense, comme vous l'avez dit, il faut essayer de trouver toutes les solutions, et même les plus originales pour gagner de la place. Alors la question des toits, on l'avait engagé, nous, sur l'agriculture urbaine. On avait l'intention, on l'a toujours d'ailleurs, d'occuper les toits pour végétaliser ou pour faire de l'agriculture urbaine. On pourrait le faire aussi pour le sport, mais on s'est rendu compte que les toits, c'est assez complexe parce que souvent, il y a des contraintes de portance, des contraintes d'accessibilité, des contraintes de sécurité. Et donc, on a été un peu refroidi par tous ces sujets. Néanmoins, on continue d'y réfléchir. Et j'ai un exemple en tête là qui me vient, on a aujourd'hui un parking en plein cœur de la ville qui est un peu surélevé, qui est aujourd'hui un peu délaissé et qui sert à quelques-uns pour jouer parfois au basket. Et là, sur ce parking, on souhaite aménager justement un espace sportif ouvert à tous, sportif et récréatif. C'est adossé au complexe aquatique de la ville, l'Aquapole. Et donc, on y travaille. Mais là aussi, gros problème de portance, et donc beaucoup d'investissements pour pouvoir réaliser un équipement qui convienne. Mais effectivement, utiliser la toiture ou les toitures, ça peut être un vrai moyen de développer le sport pour le plus grand nombre. Voilà. Et une dernière chose, quand je dis sport pour le plus grand nombre, on a souvent aussi souvent on pratique le sport dans des clubs. C'est vrai pour nous. Nous, on a une trentaine de disciplines, 7000 licenciés, mais ils sont la plupart dans des clubs. Tout le monde ne veut pas être adhérent à un club ou à une association. On veut pouvoir pratiquer le sport librement. Voilà. Donc, il faut vraiment avoir ces deux objectifs. Bien sûr, travailler pour ceux qui sont dans des clubs et pour que les infrastructures qui vont bien, mais aussi penser à tous ceux qui ne sont pas dans des clubs, qui ne font pas du sport régulièrement, mais qui ont aussi envie d'être bien dans leur corps et dans leur tête. Et donc, il faut leur offrir ces infrastructures dans la ville. Voilà. Il faut mêler les deux. Et les deux vont se nourrir, et peut-être que ceux qui feront un peu de sport iront après dans les clubs, etc., etc. Voilà, donc il faut penser à tout. C'est une politique publique globale, et je crois que les JO, dont on parle maintenant abondamment depuis 6 mois, eh bien, nous aident à passer ces messages et à avancer dans cette bonne direction. Voilà. Merci Étienne Langereau. Je crois que pour d'ailleurs le street workout, vous avez développé des systèmes de QR code partout avec des programmes sportifs qu'on peut télécharger partout dans la ville. Donc ça fait partie de ces pratiques libres mais accompagnées qui sont tout à fait intéressantes. Merci. Donc on vous retrouvera tout à l'heure, Monsieur le maire, pour les questions-réponses. Monsieur Rebouf, vice-président de Nantes Métropole, délégation des sports métropolitains de haut niveau, mais également adjoint au maire et en charge de quartier, adjoint notamment de quartier pour les Dervalières et le quartier Zola. Nantes va vivre aussi au rythme des JO du 26
6 juillet au 11 août. On accueille pas mal d'événements, je crois. Donc effectivement, comme le disait Étienne Langeron, on met un coup de projecteur avec les JO sur le sport et la politique sportive de la ville. Nantes a une longue histoire de sport performance. On héberge la ville héberge plusieurs équipes de très haut niveau. Quelle est la stratégie en fait de la ville sur cette dimension des équipes de haut niveau et comment est-ce qu'on crée ce fameux équilibre entre le sport pour tous et le sport de haut niveau, sachant qu'ils se nourrissent mutuellement? D'abord, merci pour l'invitation. En effet, c'est vrai qu'à Nantes, on a un nombre de sports de haut niveau extrêmement dense et performant. On l'a encore vu cette année avec 3 Coupes de France de gagner, des montées, des accessions au premier échelon. En effet, on essaye de ne pas les opposer, tout d'abord parce qu'on estime que l'un alimente l'autre. À la fois, le sport du haut niveau sert de locomotive pour le sport amateur, et à la fois, le sport amateur permet aussi de générer des vocations. On voit bien que les deux se marient bien. Quand vous avez des résultats extrêmement performants dans une discipline, ça se traduit par un nombre de licenciés. La politique de haut niveau à la métropole, c'est plus une politique de rayonnement. Donc c'est vrai qu'on parle de Nantes quand les Neptunes seront championnes d'Europe en 2021, on parle de Nantes. Et en tous les cas, nous, on essaye de faire en sorte que ces deux politiques puissent travailler ensemble, et c'est le cas aujourd'hui. Et en effet, vous parliez des Jeux Olympiques, c'est vrai qu'on va accueillir les Jeux Olympiques à partir du 24 juillet jusqu'au 8 août, avec 8 matchs. Avec 8 matchs. Donc je crois, Monsieur Rebouc, vous connaissez toutes les personnes à cette table, parce que vos associations font partie avec 143 autres de ce tissu associatif qui est très présent sur la commune, enfin sur la métropole de manière générale. C'est quoi la stratégie d'une politique sportive équilibrée? Alors, comme l'a dit Monsieur le maire, et moi j'adhère complètement à ses propos, c'est de dire le sport, il faut qu'il soit accessible à tous et à toutes, quel que soit son âge, quel que ce soit son lieu de résidence, quel que soit son handicap, quel que soit son genre, de manière à avoir un public le plus large possible. Donc, elle s'appuie sur le mouvement sportif avec on a à peu près 300 associations sportives sur la ville de Nantes, à la fois sur nos éducateurs sportifs qu'on a, qui interviennent à la fois sur le champ scolaire, mais sur le temps périscolaire et pendant les vacances scolaires, et à la fois dans des équipements. Et là, je rejoins entièrement ce que le maire disait, c'est qu'aujourd'hui, le sport a changé. Les gens ne veulent plus seulement pratiquer dans un club, parce qu'il y a beaucoup de contraintes, des horaires qui sont très cadrés, des compétitions, il faut parfois sacrifier un dimanche. Donc, c'est de faire en sorte de accompagner à la fois les 70 000 licenciés qui sont dans des clubs, avec les 300 structures sportives, mais aussi la pratique libre. On le voit bien, moi quand je me promène sur le parc des Procès, je vois des gens qui courent, je vois des gens qui font du basket. Donc c'est essayer de composer avec ces deux aspirations qui sont différentes, avec un objectif, faire en sorte que le sport soit accessible pour tous. J'avais oublié aussi ceux qui sont porteurs d'un handicap. On a un plan, ce qu'on appelle un plan parasport et sport adapté, parce qu'on estime que chacun, quel que soit son âge, comme je disais, quel que soit son lieu et quel que soit son statut social, puisse pratiquer à Nantes, parce qu'on sait que le sport joue un rôle essentiel, à la fois en termes de cohésion sociale, à la fois en termes de santé, à la fois en termes de mixité. Donc c'est tout ça qu'il faut essayer de composer dans un environnement qui est parfois contraint, on en a parlé, à la fois des fonciers disponibles. Donc c'est tout ça qu'il faut essayer de faire et travailler aussi ensemble. On peut peut-être montrer quelques infrastructures de la ville de Nantes. Alors, on a parlé de cette inclusivité. Les filles, souvent, les femmes utilisent moins les infrastructures statistiquement que les hommes. Comment est-ce que vous gérez et comment vous accompagnez le fait que les jeunes femmes ou les femmes, de manière générale, accèdent peut-être plus à ces équipements, s'inscrivent plus dans les clubs, accèdent plus facilement Alors, à la fois, il faut avoir des acteurs associatifs qui puissent proposer des activités plus ouvertes aux femmes. Il y a encore un décalage entre la pratique masculine et féminine. Donc, lorsqu'on fait des choix de créneaux, parfois on doit faire des choix en donnant des orientations. Moi, j'avais un exemple très précis, le roller derby. On avait un club d'hommes et un club de femmes. On a fait le choix de dire on va soutenir les femmes pour essayer de compenser un peu ce retard. On essaye aussi d'aménager des terrains spécifiques. Dernièrement, on a inauguré le terrain de la Marière, qui est sur le secteur de la Bottière, exclusivement pour une pratique féminine football, parce qu'on se rendait compte que les clubs de foot intégraient des publics féminins, mais parfois,
c'était la dernière roue de la carrosse. Les créneaux, c'était quand c'était disponible à des heures pas possibles. Donc on a fait le choix de dire il y a un projet sportif où on va avoir un équipement dédié uniquement à cette pratique féminine. Donc on voit que ça bouge quand même. Avant, c'était 90% très masculin. On le voit bien à la fois dans la pratique, mais aussi dans les dirigeantes. Et ça aussi, c'est important d'avoir des dirigeantes, des présidents d'associations qui puissent prôner et porter aussi le sport féminin, parce qu'on a besoin aussi d'avoir une pratique qui soit moins genrée et surtout plus accessible pour tous. Donc voilà sur quoi on essaye d'agir. Et puis on a un regard très attentif dans les critères de subvention, parfois sur des projets très spécifiques, d'avoir une prime pour ceux qui veulent ouvrir une pratique plus féminine. On a parlé tout à l'heure avec Étienne Langereau des adaptations des équipements, parce qu'avec le dérèglement climatique aujourd'hui, il y a des adaptations et une transition énergétique nécessaire. On a beaucoup parlé des piscines municipales avec les actions, ce qui était le plus emblématique, la réduction de la température de l'eau dans les piscines municipales. C'est compliqué le sujet de ces équipements, parce qu'il en faut il faut que les populations apprennent à nager. Néanmoins, c'est quand même très consommateur d'énergie. Les entretiens sont compliqués. Quelle est la position, en fait, quelle est votre position par rapport à ce sujet des piscines? Alors, en effet, on est extrêmement aussi sensible aux enjeux climatiques, énergétiques, donc on se veut aussi exemplaire. Donc, sur tous les équipements qu'on a, on a plus de 200 équipements sur la ville de Nantes, donc c'est d'essayer à la fois d'avoir un programme de rénovation, parce qu'on a aussi des équipements qui sont extrêmement vieillissants, donc il faut revoir un peu tous les enjeux autour de ces équipements-là. Et puis c'est aussi des nouveaux équipements où là on essaie d'avoir un cahier des charges extrêmement ambitieux avec des consommations qu'on veut réduire. Le cas des piscines est le plus emblématique puisque c'est celui qui consomme le plus à la fois les fluides, l'électricité, le chauffage, etc. Donc on essaye par des mesures de sobriété, vous l'avez dit, on a fait baisser d'1 degré la température de l'eau de manière à essayer de réduire un peu cette dimension-là, mais je pense que les gens sont assez conscients de ces enjeux-là. Autant il y a 10 ans de ça, si on avait fait ça, on serait fait un peu allumer. Aujourd'hui, les gens comprennent que il y a des enjeux sur lesquels il faut que nous-mêmes, on soit exemplaires. Donc, sur tous les nouveaux équipements, comme sur des rénovations, on essaye d'avoir des plans très ambitieux de manière à pouvoir répondre à cet enjeu qui est extrêmement important. Le sport, c'est une grande cause nationale. Il faut bouger 30 minutes par jour. Alors, comment est-ce qu'on favorise ce sport bien-être et ce sport santé dans la ville, justement, en dehors des infrastructures classiques et notamment, je vois Mathieu Clavier dans la salle, à travers le design actif aussi que peut proposer une ville pour inciter, favoriser la mobilité et le sport. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner de ce que sont justement ce que peut permettre ce sport, enfin en tout cas un sport de pratique libre, et comment on le favorise? On a quelques exemples essentiellement sur l'île de Nantes avec des strict workout, mais aussi un projet autour du design sur le parc, de manière à avoir des aménagements qui puissent être accessibles 24 heures sur 24 et surtout pour tous, pas avoir des équipements uniquement dédiés à des sports très masculins. Ça a été souvent le reproche qu'on nous avait fait lorsqu'on avait installé ce type d'équipement. Donc faire de la médiation autour, aller chercher des acteurs qui puissent amener d'autres publics, et puis aussi les personnes, on en parle, je n'en ai pas parlé dans vos propos, mais il y a un enjeu extrêmement fort autour des seniors. On travaille avec leur PAN pour essayer d'aménager à la fois des espaces publics dans des lieux adaptés, les parcs, les jardins, parce que vous l'avez dit, le sport c'est aussi une cause nationale et ça répond aussi aux enjeux de santé. Donc c'est tout ça qu'on essaye d'amener. Donc là, vous avez pris cet exemple, il y a en plus une journée le 18 juin autour de ça. Oui, donc c'est comment on réfléchit, comment dans les cahiers des charges avec les aménageurs, on puisse tout de suite anticiper des espaces de jeu, parce que souvent, lorsqu'il y avait des projets urbains, on pensait uniquement aux écoles, aux infrastructures, au commerce. Maintenant, on essaye d'intégrer des espaces de pratique. Alors souvent, en QPV, on avait des city-stades, mais on essaye de développer cette forme qui, pour nous, est extrêmement importante, parce que, comme le disait monsieur le maire, nous, on estime qu'il y a 70 000 personnes dans des clubs, mais il y en a quasiment autant qui pratiquent de manière un peu plus ludique, moins contrainte. Mais c'est aussi à eux qu'il faut s'adresser, parce que le sport, ça joue toutes les dimensions, et la santé, c'est un enjeu qui est extrêmement important pour nous aussi.
Alors, quand vous développez ces infrastructures, il y a une collaboration qui se passe aussi avec les acteurs privés. Alors, comment, par exemple, cette collaboration peut s'effectuer avec peut-être des promoteurs immobiliers ou avec des associations qui ont... Comment se passe cette collaboration avec les acteurs privés? Alors, ça peut être avec des bailleurs, comme des bailleurs sociaux. Des bailleurs sociaux, ou soit des promoteurs privés. C'est tout de suite intégré dans les programmes des espaces qui pourraient être aménagés de manière à voir ces lieux de pratique. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, sur certains territoires, moi je pense au quartier des Hervalières, je connais bien, et Quentin connaît bien aussi, on sait bien que le sport joue un rôle essentiel. Des équipements sportifs qui sont ouverts tous les jours, ça c'est important, alors que le service public parfois, le week-end, c'est pas parfois, il n'y a pas de service public. Les seuls équipements qui sont ouverts, c'est les gymnases ou ces équipements sportifs. Donc on essaye de garder des espaces dédiés pour cette pratique-là. Et ces pratiques permettent aussi de créer un lien social, un lien, et parfois ont même une fonction d'insertion professionnelle. Ça permet de créer un lien. Je vais faire le lien du coup avec l'association Sport dans la ville, parce qu'au-delà du sport bien-être, du sport santé, cette politique ça participe complètement à l'action sociale et la création de la cohésion sociale. Donc, Quentin Moreno, vous dirigez, vous êtes directeur, tu es directeur général adjoint de l'association Sport dans la ville. Est-ce que, alors, on va peut-être commencer par une vidéo, le film de l'association, puis ensuite on reviendra sur une présentation un peu plus détaillée de cette mission de l'association. Sport dans la ville, c'est une promesse. Une promesse de sport, d'ouverture d'esprit, d'envie, mais aussi de diversité, de travail, de réussite. L'histoire de chaque jeune avec Sport dans la ville commence au cœur de son quartier. C'est là que nous construisons nos terrains sportifs qui accueillent les 10 000 jeunes de l'association tous les mercredis et les samedis pour des séances gratuites animées par nos éducateurs. Avance, viens le pied gauche, allez applique-toi, bien joué. Ici, on accueille tout le monde. Du moment que le jeune veut prendre du plaisir, il a envie de se retrouver sur un terrain de foot. J'ai commencé à 6 ans et depuis, j'ai bien aimé. J'ai adoré Sport dans la ville, donc je continue à faire du foot et tout. J'ai 5 enfants et il y en a 3 actuellement qui font du foot dans Sport dans la ville. Et les 2 autres sont prévus d'aller à Sport dans la ville aussi, dès qu'ils pourront, dès qu'ils auront l'âge. Ils sont dans leur quartier, mais quand ils entrent sur le terrain, nous, on apporte certaines règles. C'est de poser un cadre pour les jeunes qui va être bénéfique pour eux plus tard dans leur vie professionnelle, vie sociale, enfin leur vie de tous les jours. Ce sont nos éducateurs qui, en lien étroit avec les familles, jouent un rôle clé dans la transmission des valeurs éducatives et sportives si importantes pour l'avenir de tous les jeunes que nous accompagnons. On se recommence. Allez, c'est pas grave, ça arrive de louper. L'histoire ne s'arrête pas là. Chaque année, les jeunes de nos terrains ont l'opportunité de découvrir de nouveaux horizons et de rencontrer de nouvelles personnes. Des voyages en Angleterre, aux États-Unis et au Brésil avec nos associations jumelles ou des camps d'été dans notre centre de vacances et de formation en Drôme provençal créent des expériences hors du commun. On arrive, il y a une terrasse, il y a plusieurs lits, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elles sont belles, enfin, c'est stylé. La nuit, on peut se poser ici avec la lampe torche. Je peux regarder de loin et je vois la montagne, c'est magnifique. Quand il fait chaud, on va dans la piscine et on met directement prêt. Ces rencontres transformatrices ont pour but de faire naître dans le cœur de chaque jeune l'envie d'aller de l'avant, de progresser, de transformer ses rêves en réalité. Faire de la boxe, ça me vide, ça m'aide à me concentrer. Il faut esquiver et pour esquiver, il faut être concentré. Du coup, avec la boxe, je me sens plus confiante, je me sens plus forte.
L'ambition de notre programme Elle dans la ville permet à toutes les jeunes filles inscrites sur nos terrains sportifs de bénéficier d'un accompagnement personnalisé afin de leur ouvrir le champ de tous les possibles. Donc, on vient de voir quelques aspects de sport dans la ville. On va en développer peut-être un autre précisément sur ce qui se passe après pour ces jeunes sur les terrains. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement l'histoire de l'association et sa mission d'intérêt général ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci tout d'abord pour l'invitation. Sport dans la ville, donc c'est une association qui a été créée en 1998. C'était une bonne date pour lancer une association autour du sport et de l'insertion. Elle a été créée à Lyon avec depuis le début cette ambition de construire, d'animer ces centres sportifs au cœur des quartiers, de permettre aux jeunes de grandir à travers les valeurs positives du sport et le travail des éducateurs. Et puis avec comme objectif second d'emmener les jeunes aussi sur l'accès à la formation et l'accès à l'emploi, parce que dans les quartiers dans lesquels on intervient, l'enjeu de l'orientation, de la découverte des métiers, permettre aux jeunes de prendre confiance, d'aller plus loin dans un parcours d'études et dans un parcours d'insertion professionnelle, ce sont des enjeux clés. Et donc, au-delà de tous nos programmes sportifs, on développe aussi des programmes liés à l'insertion professionnelle des jeunes en lien avec les entreprises du territoire. Voilà, donc l'association a été créée il y a 25 ans. On est présent dans 4 régions, dans 5 régions maintenant, puisqu'on lance le projet à Nantes cette année, grâce au soutien notamment de la ville de Nantes, qu'on remercie. Et l'association a créé 65 terrains de sport, comme celui que vous avez vu sur les films. On a 10 000 jeunes qui sont inscrits dans nos programmes sportifs et on accompagne 2500 jeunes dans nos programmes d'insertion professionnelle chaque année. Et l'association favorise beaucoup l'inclusion. On a vu l'intégration des filles, qui est un des travaux avec elle dans la ville, un des travaux de l'association. Comment ça se passe ensuite pour ces jeunes, alors, une fois qu'ils ont travaillé ou ils ont été sur vos terrains, vous les accompagnez en leur offrant des stages, comment se passe ce lien avec le monde du travail ? Alors, en fait, nous, on rencontre les jeunes sur le terrain, on crée ce lien avec les jeunes, avec leurs familles, on construit une relation dans le temps, donc on apprend à les connaître. On a des jeunes qui ont entre 6 et 20 ans sur nos terrains de sport, mais à l'âge de 14-15 ans, ils se trouvent confrontés à des enjeux d'orientation, de découverte métier, de stage 3e, de stage seconde maintenant, à de l'alternance pour certains. Et beaucoup des enfants, des jeunes qu'on accompagne, n'ont pas forcément dans leur milieu familial l'opportunité de découvrir une variété de métiers ou de découvrir des personnes qui vont leur présenter de manière positive et inspirante tous les possibles du monde professionnel. Et donc nous, on va travailler avec des entreprises. Durant toutes les vacances, on va proposer des visites d'entreprises, on va proposer des rencontres avec des personnes qui sont des collaborateurs d'entreprises partenaires. Donc demain, par exemple, on pourra monter des actions avec le groupe Réalité, faire découvrir les métiers du groupe Réalité, permettre la rencontre entre des collaborateurs et des jeunes, des témoignages inspirants qui vont pouvoir donner envie aux jeunes d'aller plus loin dans leur parcours. Et après, on a des équipes, nous, en interne, de responsables d'insertion qui sont un peu des coachs des jeunes sur ces dimensions d'orientation, d'insertion professionnelle. Et donc, ils sont en contact quotidien avec les jeunes pour les amener sur ces projets. Et le lien entre le sport et ce volet d'insertion professionnelle, il est double. Il y a un premier point qui est important, c'est que le sport, c'est la matrice qui nous a permis de créer ce lien de confiance avec le jeune. Deuxièmement, le sport, nous, on est absolument convaincus que c'est un lieu de transmission de valeurs, de socialisation qui donne confiance aux jeunes et qui leur permettent de se déployer après dans le monde professionnel. Et donc c'est aussi pour ça, au-delà du terrain de sport, que dans tous nos programmes d'insertion professionnelle, on essaye de réinjecter dans nos actions en permanence du sport et que le sport est un peu le fil rouge de nos actions. Y compris avec vos partenaires entreprises, vous les mettez au sport aussi. Tout à fait, on crée beaucoup de rencontres entre les jeunes et les entreprises sur les terrains de sport. On crée des temps sportifs, des tournois sportifs solidaires. Enfin voilà, le sport est un fil rouge. C'est un langage universel. Enfin, c'est quelque chose qui, pour nous, qui nous tient beaucoup à cœur, c'est de se dire que dans notre société, au-delà du temps, enfin en tout cas pour les enfants et les jeunes, au-delà de l'espace de l'école, le sport, c'est le premier lieu de socialisation en France de la jeunesse. C'est-à-dire c'est l'endroit où les jeunes
grandissent, rencontrent d'autres personnes, sont inspirés par d'autres personnes, se socialisent, peuvent aussi être en bonne santé grâce à cela. Donc le sport, le club sportif, les associations, le sport informel, c'est quelque chose de extrêmement précieux dans notre société, qui n'est pas suffisamment mis à l'honneur. Alors cette année, les JO ont permis cela, la grande cause nationale, il y a une énorme dynamique autour de cela. On espère que ça va perdurer dans le temps et que voilà, ce sport continuera d'être reconnu à sa juste valeur dans notre société. Alors vous êtes avec Sport dans la ville présent dans les quartiers priorités de la ville. Comment ça se passe le développement de ces projets en collaboration? Vous êtes un acteur privé, enfin associatif, statut d'association privée. Comment se passe la collaboration avec les villes? Comment est-ce qu'on rentre comme ça en contact avec une ville et comment ensuite on développe ces projets sur le long terme? Parce que ce que tu décris, c'est une collaboration sur le long terme avec les villes dans lesquelles vous êtes présent. Alors donc Sport dans la ville est bien une association, loi 1901, reconnue d'intérêt général, voilà, qui œuvre pour une mission d'intérêt général pour l'éducation et l'insertion des jeunes. Dans notre mode opératoire, on peut prendre le cas de la ville de Nantes, voilà, qui est un superbe exemple pour nous, enfin, même très instructif alors qu'on a 25 ans d'existence. Voilà, on a vraiment un projet qui a bien été très bien amené grâce au partenariat avec la ville. On a rencontré, nous, ici, à Nantes, d'ailleurs, un groupe privé, enfin un mécène, un directeur d'une fondation d'entreprise qui a accroché au principe de Sport dans la ville et qui a dit Sport dans la ville, c'est un super projet, nous on intervient à Nantes, est-ce que vous voulez venir à Nantes? On a dit pourquoi pas, mais faites-nous rencontrer la ville, les élus de la ville, pour voir si les élus sont intéressés. On a rencontré donc Ali il y a près de 2 ans de cela maintenant. On a présenté le projet, il y a eu un intérêt qui a été manifesté par la ville. Et après, on a pris le temps de construire le projet vraiment main dans la main avec la ville. Choisir le quartier, là où il y avait le plus de besoins, là où notre action faisait sens. Choisir le terrain, là où il pouvait être le mieux utilisé. Voilà. Parce que nous, les terrains qu'on construit, on les anime les mercredis et les samedis, mais le reste du temps, c'est en accès libre pour les habitants du quartier. Donc il fallait trouver une bonne localisation. Préparer le terrain avec les associations locales, aller à la rencontre des associations locales, connaître l'offre sportive qu'elles proposaient, ce qu'on pouvait proposer de manière complémentaire, et au-delà de l'offre sportive, la dimension sociale, la dimension d'insertion professionnelle. Et donc voilà, c'est un travail un peu au long cours. On a des équipes qui sont là depuis le mois de janvier, Asma qui est dans la salle, qui porte le projet sur la métropole nantaise. Et on va lancer notre terrain au mois de septembre. Donc voilà, c'est quelque chose qui prend du temps, mais ce temps qu'on s'est donné avec la ville de Nantes, c'est un temps crucial pour que le projet arrive dans les meilleures conditions possibles et embarque le plus largement possible le territoire. Comment vous mesurez l'impact de vos initiatives sur le long terme ? Alors on suit avec vraiment une grande attention tous les chiffres de l'association, toutes les présences chaque semaine. Voilà, des jeunes sur nos terrains sportifs sont enregistrés, les présences à chacune de nos activités sont enregistrées. Donc on croit beaucoup à la mesure des résultats pour savoir si notre activité est performante ou non. On l'assume de le dire, même si c'est pas forcément courant dans le spectre associatif. Et aujourd'hui, sur un peu les chiffres clés qu'on a dans l'association, dans les jeunes qui rejoignent les terrains sportifs et les activités sportives de l'association, on a plus d'un tiers d'entre eux qui n'ont jamais pratiqué de sport en club ou en club avant de rejoindre l'association. Pour les jeunes filles, c'est 40% des jeunes filles qui n'avaient pas pratiqué de sport avant de rejoindre l'association. On a des taux de satisfaction de l'ordre de 90% pour les jeunes qui participent à nos activités sportives parce qu'ils sont interrogés pour savoir quel est leur sentiment sur les activités, est-ce qu'ils prennent plaisir dans nos activités. Et sur l'insertion professionnelle, on mesure aujourd'hui que les anciens de notre programme Job dans la ville, aujourd'hui,
il y a 91% d'entre eux, ceux qui sont passés par le programme, qui sont soit en activité, soit à l'emploi. C'est l'équivalent des chiffres nationaux, mais c'est nettement au-dessus de la moyenne dans les quartiers populaires, où on est plutôt de l'ordre de 66%. Voilà, donc on rétablit d'une certaine manière, on contribue à notre échelle à rétablir une forme d'égalité des chances, parce que les jeunes qui passent par nos programmes, finalement, ils ont des situations dans la formation et dans l'emploi, in fine, qui sont la même que celles que des jeunes qui n'ont pas grandi dans les quartiers. Très intéressant. Et j'imagine que vous rencontrez quelques obstacles parfois ? Oui, ça fait partie aussi des réalités. C'est pas forcément facile de s'insérer dans un tissu associatif existant. Oui, alors ça fait partie. Il y a plusieurs éléments qui peuvent constituer des obstacles. C'est vrai, arriver dans un territoire, c'est jamais simple, et c'est pour ça que prendre le temps, dialoguer, construire avec, c'est quelque chose qui est extrêmement facilitant. Et voilà, toutes les villes ne respectent pas forcément ce timing. Donc parfois on arrive un peu, on déboule un peu dans la ville parce qu'on a eu un accord avec les élus, les services, mais la ville veut le terrain, signe au mois de mai et veut le terrain pour septembre. Donc là on déboule un peu dans la ville, donc c'est un peu plus compliqué à gérer. Mais quand on sait prendre le temps du dialogue et de la concertation, les choses sont beaucoup plus faciles. Voilà, et puis après on a des réalités au quotidien dans les quartiers qui ne sont pas toujours simples. On a beaucoup de médiation à faire. Les terrains qu'on aménage, parfois on se réapproprie l'espace public. Il y avait pas mal de squats, voire de deals, et donc il faut pouvoir amener quelque chose de différent sur ce cadre, faire que les jeunes se sentent en sécurité, que les familles aient envie de revenir, même quand le sport dans la ville n'est pas là. Voilà, donc ça fait partie des obstacles qu'on peut rencontrer aussi. Merci Quentin. On aura certainement des questions de la salle ensuite. Emmanuel, je vais te laisser présenter rapidement aussi la DDN. Alors je crois qu'on a un petit film aussi qui montre ce que c'est. Alors sachant que de toute façon, notre surprise, c'est la démonstration à l'issue de ce petit déjeuner de la performance d'une partie des membres de l'équipe. Mais on peut peut-être montrer le film et ensuite on reviendra sur la DDN. L'art du déplacement. L'art du déplacement et l'environnement. Plutôt que environnement, je parle de milieu ouvert quand on fait l'art du déplacement, parce que on est très loin des stéréotypes, des salles en fait, de gym ou des espaces qui sont normés, même n'importe quel terrain de sport, un terrain de basket, un terrain de foot, Quand on fait un sport classique, on rentre dans des lignes, on rentre dans un cadre. Quand on fait de l'art du déplacement, on apprend à utiliser l'environnement ouvert, c'est-à-dire l'environnement réel autour de nous. Et ça n'a pas besoin d'être la ville, ça peut être la nature, ça peut être n'importe quel espace, mais un espace qui nous oblige justement à l'analyser, en fait, à l'observer et à trouver des trajectoires, trouver des éléments potentiels à l'intérieur. Et c'est ça c'est vraiment une des grandes forces de l'art du déplacement. Alors le sport comporte de nombreux bienfaits pour le corps, l'esprit, certes, mais il permet aussi de partir à la découverte du monde, de ressentir le monde. Alors on connaît pas mal de nouvelles pratiques urbaines, il y a le skate, street workout, on en a parlé un peu, la danse urbaine, mais il y a aussi l'art du déplacement et le parcours. Donc Emmanuel, je vais te laisser nous présenter alors peut-être ces deux disciplines, par la différence entre les deux, parce que tu as beaucoup insisté. Alors, oui, effectivement, je représente donc l'association d'art du déplacement Académie Nantes. Donc c'est une académie, c'est la manière dont on nomme les associations d'art du déplacement dans le mouvement Yamakasi. Je ne suis pas venue seule, évidemment, on est rarement seul et on ne pratique pas seul. Donc vous verrez, d'ailleurs vous avez vu un certain nombre de Yamakasi qui sont dans le petit film de présentation, qui sont présents ici ce matin avec moi. Donc je représente la DAN, qui est une association, je vais commencer par là, une association de 379 adhérents,
avec 10 membres de CA. On a 5 salariés qui sont des coachs diplômés, tous diplômés d'État. On a des prestataires qui travaillent avec nous et on a 12 assistants coachs qui sont au service de notre projet en fait, de promotion de l'art du déplacement. Alors l'art du déplacement, peut-être pour revenir quand même sur ce qu'est l'art du déplacement, puis on reviendra à la distinction peut-être avec le parcours tout à l'heure. C'est d'abord une pratique effectivement sportive mixte. Et on a aussi une majorité d'adolescents dans notre association, ce qui est aussi un élément intéressant. Et donc qui nécessite et va produire aussi une condition physique qui se développe. C'est une pratique culturelle qui va permettre à chacun de s'exprimer avec effectivement son corps tel qu'il est, dans l'état où il est, par le déplacement et dans le déplacement, de créer du lien social et d'imaginer, comme le disait Stani dans la vidéo, d'imaginer son parcours et de tracer son propre chemin. C'est aussi un art martial qui permet l'apprentissage de la maîtrise de soi. Et de ses peurs. Franchir des obstacles, c'est pas que franchir des obstacles physiquement, mais c'est aussi franchir des obstacles mentalement. Et ça nécessite une autodiscipline assez forte. Et puis, c'est une pratique non compétitive. Chacun est totalement libre de la fixation de son niveau de performance. C'est pour ça qu'on est plutôt dans une idée systématiquement d'être non pas le meilleur, mais de se dépasser soi-même avec les autres. Et du coup, pas du tout d'idée de dépasser l'autre, mais plutôt de faire en sorte, avec les autres, de pouvoir se dépasser soi. Donc chacun est à la fois apprenant et accompagnant dans notre pratique, et on a une logique de coopération et de bienveillance qui est systématique. On commence ensemble, on finit ensemble, c'est ça ? On est une équipe et on s'aide, qui est la devise qui traduit cet esprit Yamakasi, qui est au cœur, en fin de compte, de notre état d'esprit, et qu'on dit systématiquement cette devise en fin d'entraînement. Qui est, Comment est né l'art du déplacement à Nantes ? Alors, à Nantes, l'association s'est créée en 2012 sous l'impulsion de Stani, qui est diplômé de STAPS, et qui a lui-même été formé par les Yamakasi à Évry, et qui a lui-même formé ensuite une génération de Yamakasi sur Nantes, dont certains sont là, Xavier, Mathis, ont été formés. Tout vient d'Évry, Évry-Courcouronnes et de Lys. Je reviendrai un peu sur l'histoire, mais en fait, l'histoire de l'ADD, c'est l'histoire des Yamakasi à la base. C'est un groupe d'adolescents à Lys et Courcouronnes qui se donnent des défis dans la ville. Et puis, ils sont un collectif, à peu près, ils sont 9. Ils vont ensuite développer une pratique un peu plus consciente de ce qu'ils font, en fin de compte, ensemble. Ce qui va amener dans les années 96 le groupe à se nommer du coup Yamakasi. Yamakasi, c'est un terme lingala, donc langage zaïrois, qui veut dire homme fort, esprit fort, corps fort. Et donc ils vont structurer et femmes fortes, mais à l'époque il n'y a que des garçons. Mais après, les choses ont évolué. Et du coup, effectivement, ils vont développer une pratique plus consciente. Et puis, en 2000, ils structurent, en fin de compte, ce qu'on appelle l'art du déplacement comme étant effectivement une pratique plus structurée, plus organisée, et avec des principes, y compris on va dire une théorisation, y compris des gestes techniques qui se perfectionnent au fil du temps. Et puis, ce groupe, effectivement... va structurer avec ce mouvement-là des associations d'art du déplacement qui se développent partout en France. On en a 15 en France. C'est pas énorme, mais on en a aussi à l'étranger. Donc ça va aussi égrener au niveau international avec des ADD à Milan. On en a donc en Italie, on en a à Taïwan, il y en a à Potsdam, on en a au Québec. Et donc ces ADD sont fédérés au sein d'une fédé Yamak au niveau national et avec des liens à l'international. Alors c'est une pratique qui a été rendue célèbre par le film Yamakasi. Oui, le film Yamakasi, donc en 2001. Il y avait eu un reportage aussi dans Stade 2 quelques années avant. Et puis on a eu ensuite des reportages aussi sur un certain nombre d'activités dans les banlieues. Alors c'est une pratique effectivement qui originairement s'est développée dans des quartiers urbains, dans des zones urbaines, avec l'idée de la réappropriation du jeu. C'est beaucoup du jeu, en fin de compte, et des contraintes, en fin de compte, qui
qui sont celles de la vie ordinaire et de se jouer de ces obstacles et de ces formes de la ville qui sont à la base purement de mobilier urbain éventuellement, et d'en faire quelque chose, de s'approprier l'espace et de pouvoir s'y exprimer. Donc il y a un enjeu de cité pour nous émancipatrice, y compris dans la manière dont fonctionne la DAN aussi. Dans l'idée que la réappropriation, la visibilité dans l'espace public est une chose qui fait promotion aussi des personnes dans la cité. Et on voit que dès qu'on est dans les rues, vous nous avez peut-être vu assez régulièrement, et du coup ça génère quelque chose au niveau de l'interaction avec les passants, avec le lien social. Donc c'est quelque chose qui n'est pas sans effet non plus, et réciproquement entre soi s'exposer dans l'espace public, dans un espace protégé parce qu'on est toujours en groupe, c'est un enjeu aussi important de pratiquer en groupe, et aussi de générer de la discussion. Il y a toujours des gens qui viennent nous parler, etc. Oui, en fait, elle peut donner l'impression d'une pratique libre, désorganisée, oui. dangereuse et individuelle, mais c'est pas du tout le cas. Non, alors effectivement, c'est une pratique libre en ce qu'elle n'a pas de règles. Il n'y a pas de règle a priori. Effectivement, la seule règle qui est à se donner, c'est qu'est-ce que je me donne comme défi d'un certain point de vue, tout en prenant et en minimisant la question de la mise en danger. On prend des risques, mais on ne se met pas en danger. L'idée, c'est justement de proche en proche, c'est ce que je dis toujours, c'est une pratique de la réussite. Il y a des sports qui sont davantage qui s'appellent des sports de déchets. Hein. Je vais prendre juste le tennis, il faut lancer plein de balles et il y en a plein qui partent dans tous les sens. En art du déplacement, on ne peut pas s'autoriser à tomber, à chuter, parce que même sur des mobiliers pas forcément en prise de hauteur, on peut se faire mal parce que le corps n'est pas protégé a priori contre ce qu'on peut buter. Se faire un tibia sur un mur, ça fait très mal, et il n'y a pas besoin de monter très haut pour se faire mal. Donc c'est vrai que la question de la mise en sécurité justement et du travail du corps et de la discipline, c'est pour protéger le corps. On nous voit souvent faire de la quadrupédie ou des choses qui peuvent paraître difficiles, voire de l'ordre effectivement de pratiques de musculation, etc. Mais c'est vraiment pour renforcer le corps et le mettre en sécurité. Donc c'est ce qu'on travaille aussi avec les jeunes, évidemment, cette mise en sécurité et cette idée de faire attention à soi et aussi dans l'espace urbain, et faire attention aussi à l'espace urbain. On ne dégrade pas, on fait très attention à ne pas salir les espaces dans lesquels on bouge, voire à les valoriser. Donc on a ce respect aussi. Et puis il faut vérifier systématiquement la question de la sécurité, c'est est-ce que je peux bouger ou pas. Je ne sais pas si vous avez vu les garçons quand ils sont arrivés, ils ont vérifié si on pouvait sauter, si c'était stable, si c'était glissant, etc. Donc il y a cet enjeu-là aussi de la sécurité. Et on travaille évidemment, et nous, notre enjeu, c'est de former aussi des jeunes justement pour que dans les pratiques libres et hors cadre institutionnel, les personnes ne se blessent pas. Et qu'elles apprennent aussi à mobiliser leur corps de manière adaptée sans faire comme dans les vidéos où on a l'impression que la personne fait un saut comme ça d'un coup, alors qu'en fait il y a des heures, des jours, des mois de travail pour se protéger, pour réussir à produire ce type de mouvement-là. Or on a un effet d'invisibilisation de tout ce qu'implique la pratique en termes de travail avec la vidéo et les réseaux sociaux qui est susceptible de mettre les personnes en danger. Donc nous on travaille dans le cadre de la politique aussi de la ville pour développer les apprentissages, y compris de tout à chacun, pour éviter de se blesser et de se mettre en danger. Et vous êtes consulté dans le développement, notamment quand une métropole ou crée des infrastructures de design actif, est-ce que vous êtes mobilisé, sollicité, questionné ? Oui, alors oui, on l'a été et on l'est. Là notamment, l'association travaille en lien avec la réhabilitation, par exemple, de la place des Lauriers à Bellevue. Donc ils ont contribué, les professionnels de l'association, les salariés, ont contribué aussi à la forme même que va prendre cette place. Ils ont été aussi sur le Workout Street Park de Vincent Gache. On a travaillé, je crois qu'ils ont aussi travaillé un peu sur l'espace d'Hydro, sur la mise en place aussi du skatepark. Donc oui, il y a cet enjeu de pouvoir aussi donner forme à la ville. Et à travers ce qu'on peut amener nous, de la manière dont ensuite
les personnes vont pouvoir s'approprier. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que ce qui a été fait d'ailleurs à Évry, c'est des espaces qui vont justement être mixtes, c'est-à-dire je peux m'asseoir, donc il y aura des personnes assises, mais il y aura peut-être en même temps des personnes qui bougent, des personnes qui se mettront en mouvement, etc. Donc d'avoir aussi, en fin de compte, un mobilier urbain qui soit aussi dynamique et qui permettent des pratiques aussi libres et ouvertes que possible. Et dans l'idée de mixité, alors nous on travaille avec tout public, hein, de 3 ans jusqu'à du coup des garçons, des filles, des jeunes, des vieux. Hein. On a une pratique qui par essence n'est pas dans la performance, et donc on peut venir comme on est d'un certain point de vue, avec ses incapacités du moment, et on est très sensible à cette dimension-là dans l'art du déplacement, ce qui un peu historiquement et l'origine du mouvement, et ce qui donne peut-être une distinction par rapport au parcours, qui évidemment le parcours s'origine à la base dans ce qu'est le mouvement des Yamakasi, donc on a les mêmes ancêtres, on va dire, on a les mêmes fondements, mais l'idée c'est que l'art du déplacement est un mouvement plus global, et donc tient davantage compte aussi de tous les enjeux autour de l'art de vie et de bouger. Effectivement, nos adhérents en général se retrouvent aussi hors du cadre, on va dire, des cours club, pour aller bouger ensemble éventuellement à tout moment, pour pratiquer ensemble. Le parcours est plus dans la performance, c'est ce que je comprends. A priori, oui, c'est-à-dire qu'il a pris des voies institutionnelles et une histoire qui est un peu différente, et on a tendance à dire que le parcours, c'est je vais le plus efficacement d'un point A à un point B. Et avec l'art du déplacement, il y a effectivement la question d'avoir un mouvement efficace, mais aussi de tenir compte de tout ce qui fait le chemin. Et que le chemin est presque aussi important que le fait d'atteindre, en fin de compte, le point B. C'est un petit peu cette image qui traduit cette dimension-là. Merci beaucoup Emmanuel. Alors on va pouvoir prendre des questions dans la salle sur tous ces sujets qu'on a abordés, qui sont extrêmement vastes. Merci beaucoup pour ces échanges très riches. Est-ce que des premières questions se posent dans la salle? Toujours difficile de commencer. Virginie. Merci à toutes et à tous pour ces témoignages. Peut-être une question, j'entends ce que vous nous avez dit les uns et les autres, c'est qu'à côté des clubs et des infrastructures, il y a de la pratique libre, que à leur manière, elles font lien social, elles font de l'apprentissage, de la transmission de valeurs, etc. J'ai l'impression quand même que c'est une sorte de bifurcation historique. C'est-à-dire que les associations, c'était aussi les différentes générations dans les quartiers qui se mobilisaient. Il y avait de la transmission, c'était du tissu social dense. Là, ça bouge, sans doute dans un très bon sens. Hein, c'est pas mon sujet, mais est-ce que ce changement-là, il dit aussi quelque chose de différent dans la façon dont les quartiers vivent? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'isolement? Est-ce que j'ai du mal à sentir l'endroit de l'individualisme, si c'est ça le sujet? Et si c'est pour ça qu'on change nos manières de faire du sport, seul ou ensemble? Je ne sais pas si vous... Non, mais en effet, ce que vous dites est tout à fait juste. Hein. Il y a eu un changement qui n'a pas été si bien perçu au début par le mouvement sportif, qui ne comprenait pas qu'on allait accompagner d'autres aspirations. On voit bien que les gens, ce que j'essaie de dire, ils veulent pratiquer de manière moins contrainte, pas avoir un entraînement de 9h à 10h et une compétition le dimanche après-midi. C'est un phénomène de société sur lequel il faut que nous, on arrive. Peut-être aussi des gens veulent pratiquer de manière un peu plus égoïste, moins collectif, mais c'est une réalité. Il faut que le mouvement sportif aussi travaille pour essayer d'aller chercher aussi ses publics, réfléchisse à des modalités d'offres. Il y a aussi le secteur privé, on n'en a pas parlé, mais qui se développe de plus en plus. Hein. Il faut voir toutes les structures qu'il y a autour. Donc on voit bien que le modèle qu'on pouvait avoir il y a 25 ans de ça, avec un quartier, une amicale laïque, un club sportif où tout le monde adhérait, ben, il est un peu obsolète. Donc il faut non pas le nier, toujours l'accompagner, mais aussi ouvrir à d'autres perspectives. Mais ce que vous dites est extrêmement juste. Pour moi, c'est un phénomène de société, alors, qui témoigne aussi parfois d'une forme d'isolement, ce qui c'est entendable. Mais il faut qu'on arrive à l'ouvrir, et puis surtout, il y a aussi des atouts dans cette pratique-là aussi.
Oui, et puis la logique d'aller vers, c'est-à-dire c'est aussi un moyen de faire sortir peut-être les personnes de logique instituée et positionnées sur le territoire. Nous, on a vraiment l'idée non pas forcément d'aller bouger dans les quartiers, mais de faire en sorte que les jeunes quittent les quartiers. Et donc peut-être cette occasion aussi d'avoir des espaces institutionnels moins localisés et plus diffus et plus présents sur l'ensemble du territoire dans une logique d'aller vers. En tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on travaille aussi en se disant qu'il faut non seulement proposer effectivement des cours, mais il faut proposer aussi des choses qui soient plus souples et davantage qui nous obligent, nous, à plus de mobilité et de déplacement, oui, aussi. Karine ? Peut-être une petite question dans le prolongement. J'ai l'impression aussi que parmi tous les témoignages, le point commun, c'est l'appropriation de l'espace public, des espaces extérieurs. Et on voit aussi cette évolution des pratiques où on pratique de plus en plus dehors, peut-être moins à l'intérieur. Ce qui m'amène à penser aussi peut-être de nouvelles formes urbaines de mobilier, voire de la réversibilité. Est-ce que vous, récemment, dans vos expériences, ça s'adresse à tous, vous avez des exemples soit de mobilier urbain réversible, soit de transformation de lieux de pratique qui puissent servir multi-usage et principalement plutôt dehors, extérieur, que quelque chose de fermé, voilà, qui est un peu la nouvelle tendance où on pratique dehors quel que soit le temps, à l'instar de l'école dehors, par exemple. Alors pour rebondir sur ce que vous dites, nous, au sein des équipes de sport dans la ville, ce qu'on met en place de plus en plus, c'est souvent plusieurs infrastructures sportives pour permettre un polyusage, on pourrait dire. Traditionnellement, on a fait beaucoup de terrains de foot, mais avec un enjeu un enjeu en tout cas, une difficulté de surreprésentation masculine sur ces terrains, et même si on créait des séances spécifiques pour les jeunes filles, il y avait quand même beaucoup de garçons qui utilisaient en majorité l'espace urbain, et on voit qu'en créant des terrains de basket, il y a déjà une mixité qui est beaucoup plus importante sur les terrains et dans les pratiques et dans les usages, et aujourd'hui dans certains cas on développe un terrain de foot, un terrain de basket, des tables de ping-pong, même on a eu un cas de pétanque aussi qu'on a développé. Enfin voilà, donc ça s'inscrit. Alors c'est pas forcément de la réversibilité des équipements sportifs comme vous l'indiquiez, mais en tout cas c'est diversifier le type d'équipement pour permettre de diversifier le type de pratiquants qui vont bénéficier de ces infrastructures. Monsieur le maire, vous avez peut-être des choses à ajouter. Oui, merci. Moi, je voulais réagir à la question, la question sur pratique ouverte ou en club. Moi, je pense qu'il ne faut pas opposer les uns aux autres, c'est complémentaire. Je pense vraiment qu'il faut adapter la ville à ces nouvelles aspirations. Moi, j'ai plusieurs exemples. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises ici à Montrouge, notamment des très grandes comme le Crédit Agricole. On a par exemple ouvert nos stades qui étaient fermés, ils étaient réservés à des clubs. Eh bien, on les a ouverts pendant la journée à des actifs d'entreprises qui peuvent venir librement profiter des installations sportives, pendant que les Montrougiens, eux, sont partis travailler ailleurs, dans le Grand Paris, à la Défense ou dans d'autres villes. Voilà, donc je pense qu'il faut être assez souple. La question du mobilier urbain aussi est importante. Je pense à ce qu'on a fait, nous, dans un grand parc qui a ouvert il y a 2 ans maintenant, où effectivement, on a mis du mobilier urbain un peu original, des terrains de pétanque en libre accès, alors qu'il y a un club de pétanque qui, lui, est réservé aux adhérents. Pareil pour le ping-pong, pareil pour d'autres choses. On a fait aussi du street workout. Et puis aussi, être assez pragmatique. Par exemple, c'est anecdotique, mais ça dit bien les choses. On avait fait un grand espace pour faire du sport, enfin du street workout en bon français, ça veut dire un peu d'activité physique. Eh bien, on a, à la demande de certains riverains, partagé cet espace avec ceux qui ont un chien pour faire un espace canin. Voilà. Donc là aussi, c'est une forme de pragmatisme que d'essayer de répondre à toutes les attentes des uns et des autres, toujours en essayant d'adapter l'espace public. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien que les chiens fassent du sport, mais c'est important aussi, ça fait partie du lien social.
Je pense qu'il y a un enjeu intéressant socialement aussi à se dire de travailler à travers les concertations. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe aussi d'ailleurs sur l'île Gloriette. Du coup, il y a tout un travail aussi de mise en place de ce que va être cet espace-là avec différents acteurs et catégories d'acteurs. Donc, je pense faire effectivement des espaces hybrides qui permettent de la rencontre et c'est un vrai enjeu. Et puis, il y a l'enjeu aussi tout simplement écologique de mon point de vue et sur les usages aussi à la fois des bâtiments de l'intérieur et de l'extérieur, à faire en sorte qu'il y ait un usage partagé et multiple en fait des lieux qui garantit aussi cette question durable et écologique. Tout à fait. La ville hybride. Ouais, je dois vous laisser. Je vous remercie vraiment de cette invitation. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci Audencia, merci Anne. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Alors, oui, je voulais rajouter, en effet, on est confronté aussi parfois à certains freins, à la fois culturels dans nos organisations. Moi, je vois dans les parcs et jardins, les parcs et jardins faisaient pas de faire de sport. Aujourd'hui, on arrive à les sensibilités. Il y avait une pratique, c'est la skyline, où on accrochait sur des murs on se faisait allumer. Puis il y a aussi, faut prendre en compte aussi l'environnement, les équipements de proximité. Moi, j'ai l'exemple là sur Madeleine Champ de Mars où on avait des riverains qui se plaignaient parce que à la fois on avait des riverains qui nous disaient faut un équipement sportif, donc on l'avait ouvert, et d'autres qui venaient nous solliciter en disant ben non, ça fait trop de bruit. Donc c'est un sujet qui est pas toujours aussi simple. Pour ça, la concertation est extrêmement importante dès le début pour poser les choses, pour éviter de confronter les uns aux autres. Mais en effet, c'est important de devoir aménager, réfléchir un espace qui est de plus en plus contraint, on le sait en plus. Merci beaucoup. Alors, le temps a filé extrêmement vite. Merci vraiment à tous pour cette matinée très riche. Nous avons une petite surprise. En fait, la DDN nous fait une petite surprise. On va tous, si vous en êtes d'accord. Alors déjà, je vais vous remercier pour votre participation au petit déjeuner. Bravo à tous. On vous donne rendez-vous pour le prochain petit déjeuner de la chaire à la rentrée maintenant sur la ville low-tech. Donc on vous en dira plus sur nos sites et sur nos réseaux. Nous allons assister maintenant à une démonstration des Yamacs. Donc on se retrouve tous sur le parvis de réalité. Merci à tous et très bonne journée.